Dès l'invention de la photographie, les fakes existaient déjà. Et les différents pays du monde ont commencé à se servir de la photographie pour faire de la propagande et communiquer des messages forts. Et ça va être tout le sujet de cette vidéo, où nous allons faire un top 5 des photos de propagande prises par le gouvernement russe. Alors avec cette première photo, nous sommes à la fin de la guerre. Super intéressante à analyser parce qu'il y a beaucoup de choses qui sautent aux yeux. C'est assez théâtral, on voit un drapeau hissé au-dessus d'un bâtiment, qui n'est pas n'importe quel bâtiment, c'est le Reichstag. Donc on est en 1945, Berlin vient de tomber, et les Russes veulent vraiment se montrer en maître de la situation. Et déjà à l'époque, c'était super important. Le photographe, Kaldey, a vraiment prévu toute une pellicule pour tirer la photo parfaite. Il s'est rendu à plusieurs endroits, à l'aéroport de Tempelhof, où il y avait un immense aigle représentant le peuple allemand. Ils ont aussi fait une photo à la porte de Brandebourg, qui est quand même un symbole fort allemand aussi, et ils ont fait une troisième série de photos, dont celle-ci a été prise, c'est au Reichstag, donc le Parlement allemand. Et déjà, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître une petite inspiration d'une photo qui a été prise quelques temps auparavant, donc c'est une photo américaine qui a été prise sur l'île de Iwo Jima, et on sent que le mouvement est le même. Et comme pour les Américains, il y a une volonté de montrer que les soldats ont vraiment conquéri un lieu, et que c'est maintenant eux les maîtres de la situation. Kaldey veut vraiment montrer que les Russes ont conquéri, ils sont les gagnants, c'est le drapeau de la victoire. Mais il y a eu déjà un petit problème. Lorsque la photo a été prise, ce que vous voyez là, ce n'est pas la photo originale. Elle a été retouchée, d'abord elle a été assombrie, mais surtout on a retravaillé le poignet d'un des soldats. Et il faut retrouver l'original pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, il porte deux montres. Pourquoi et pourquoi supprimer ça ? Eh ben en fait, c'est du pillage. Il l'a sûrement ramassé sur un corps, ou il l'a volé quelque part, et ça, Staline n'en voulait pas du tout donner cette image de ses soldats au monde. Donc Kaldey a tout de suite été gratté sur le négatif de la photo, toute trace de cette montre, pour qu'elle n'apparaisse pas sur la photo qui va être publiée très prochainement dans les médias russes. Il a aussi un petit peu assombri le tout pour rendre le tout beaucoup plus théâtral. Et ce n'est pas tout. Autre point important dans l'analyse de cette photo, c'est qu'on ne voit pas des généraux, des officiers, mais on voit bien des soldats de la troupe. La troupe, le peuple qui a gagné cette guerre. Donc on représente des soldats d'en bas. C'est un autre message important que veut véhiculer la Russie à cette époque, c'est une victoire du peuple russe. Et en parlant de ces soldats d'ailleurs, un autre mensonge derrière cette photo. Et ça, on a dû attendre beaucoup plus longtemps pour l'apprendre. On a longtemps pensé les avoir identifiés, mais quand la photo est prise, Staline va choisir un peu au hasard le nom des soldats qui ont porté le drapeau en haut du Reichstag. Il va choisir les noms de Meliton Kantaria, Mikhail Egorov et Alexei Berest. Mais on se rendra compte en 1995 que c'est pas du tout eux. Ce qui va être encore plus fort, c'est que ces trois personnes ne sont pas russes. Il s'agit en fait d'Alexis Kovalev, un soldat ukrainien, Leon Gorivesh de Minsk, donc biélorusse, et Abdulhakim Ismailov du Daghestan. Je sais pas si vous vous rendez compte, surtout dans le contexte géopolitique actuel, ce que ça peut représenter. Donc cette première photo qui peut paraître anodine, en fait elle est remplie de messages, de non-dits et de manipulations historiques. Et vous allez voir que ça ne se termine pas là. On a encore 4 photos analysées et passons tout de suite à la suivante. Alors là, c'est plutôt une série de photos. Dans un contexte de purge, toujours l'ère de Staline, ce dernier, en fonction de sa bonne entente ou mésentente avec d'autres personnalités politiques, va faire disparaître des gens sur des photos. Par exemple, sur cette photo, il est à côté de Nikolai Yezhov. En fait, cette personne, c'était en quelque sorte le chef de la police secrète soviétique. Comme si c'était, allez, un exemple, le chef de la CIA, on pourrait dire, mais du côté russe. Et c'est lui qui va organiser pour Staline dans les années 30 la Grande Purge. Donc il va vraiment éliminer tous ses opposants politiques pour vraiment être sûr d'être le chef de la situation et d'avoir aucune opposition. Seulement, c'est pas très bon pour la propagande d'avoir du sang sur les mains comme ça. Donc à la fin de la purge, Staline il va dire « Moi j'ai rien fait, c'est lui !» Et du coup, il va le faire exécuter et le traiter de traître, et surtout va bien s'assurer qu'il n'apparaisse plus sur les photos officielles, pas avoir de lien avec ce mauvais personnage pour sa réputation. Donc, il va le faire disparaître des photos. Ce qui est aussi intéressant avec les photos là, c'est qu'on voit un petit peu les pratiques qui étaient utilisées pour faire du Photoshop en quelque sorte. Là, on peut voir que c'est en fait des coups de pinceau. Les artistes vont en quelque sorte repeindre par-dessus les photos pour faire disparaître les personnages et recréer un décor derrière. Donc sur nos photos HD, là, on peut plus facilement se rendre compte du montage. Et il va faire ça plusieurs fois. Et c'est même parfois un peu fou, parce que sur une photo de groupe, il va se retrouver carrément tout seul. Donc, par exemple, sur celle-ci, il est avec 4 personnes, et au fur et à mesure de l'évolution et du contexte politique et historique de l'époque, des gens disparaissent. Voilà. Donc sur cette photo, nous avons affaire tout à gauche à Nikolai Antipov, ça va être le premier à disparaître. Toujours dans ce contexte de purge, il va être assigné comme traître et exécuté, donc on le retire aussi des photos. Ensuite c'est Nikolai Pernik qui va disparaître, alors lui n'a pas été exécuté mais Staline a envie de montrer que c'est lui le chef, donc on le retire, comme ça il n'a plus d'influence.
Et enfin, Sergueï Kirov, un des proches de Lénine et un des fondateurs du Parti communiste, qui était vraiment là au début. Malgré qu'il ne soit plus vivant à l'époque, Staline va aussi finir par le retirer, pour vraiment être le seul chef authentique de l'État soviétique, le seul vrai descendant de Lénine. Il retire tout le monde. On sait que c'est une personne qui est aussi un peu parano, donc il a tendance à vite éliminer sur les photos ou dans la vie. Et sur cette dernière photo de la série, c'est Trotsky qui va être retiré de la photo. Alors là, c'est un peu différent. Staline n'apparaît pas sur la photo. Trotsky faisait partie de l'entourage de Lénine. Et il y a eu un conflit entre Trotsky et Staline. Trotsky n'était pas d'accord et pas content de la façon dont Staline a pris les choses en main après la disparition de Lénine. Il s'est exilé de la Russie et a été rattrapé par les forces secrètes russes au Mexique qui l'ont assassiné en 1940. Et pour vraiment effacer toute trace de ce personnage, et encore une fois pour être sûr que Staline soit le seul vrai descendant de Lénine, il le fait effacer des photos. Donc là, c'est vraiment des photographies comme un instrument de pouvoir, où on fait pas dans le chichi, on supprime les gens sur les photos, et on montre bien qui est le chef. C'est vraiment une photo très forte. Pour la troisième photo, avant de l'analyser, je veux juste vous donner un petit peu de contexte. On est au retrait des troupes russes d'Afghanistan en 1986. Donc en fait, la guerre d'Afghanistan pour les soviétiques, elle a commencé en 1979 et elle va se terminer en 1989. Et pourquoi cette photo est dingue, je trouve, c'est parce que quand on la regarde bien, elle est divisée en deux. On a la partie du haut et la partie du bas. Et si on regarde la partie du bas, est-ce que vous trouvez vraiment que ce sont des soldats qui sont en retrait? Pour moi, une retraite, c'est on est blessé, on s'enfuit, on court, on n'a pas envie de se faire attraper, la guerre est perdue. Là, c'est pas du tout l'image que véhicule cette photo. Ils sont en bon ordre, ils sont en rang, ils sont bien équipés. C'est pas tout sourire quand même, hein, on sent qu'il se passe un truc, mais ils sont pas non plus KO. Là, on sent déjà le message qui évolue, et ça va être encore plus flagrant lorsqu'on va s'intéresser à la partie supérieure de l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Et ça occupe donc la moitié de la photo, c'est des chars. Des chars prêts à combattre, c'est pas des chars détruits, c'est du lourd. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec cette photo? C'est on s'en va, mais on s'en va pas parce qu'on est battu, c'est on s'en va parce qu'on a plus envie. Et ce sont pas des vaincus. Et c'est ça qui est super intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette guerre? Ben en fait, pour donner un peu plus de détails, en 1979, le parti communiste afghan va faire un coup d'état et prendre le pouvoir. Problème, généralement les partis communistes dans le monde se réfèrent toujours à Moscou avant de prendre une décision comme ça, mais là ils ont juste fait en mode random et on y va, on demande pas l'avis de Moscou. Et ça les a mis un petit peu dans l'embarras parce que on va pas les laisser tomber alors qu'ils viennent de prendre le pouvoir. Et les Russes vont être en quelque sorte un peu obligés d'intervenir, bon gré mal gré, mais les Afghans pas tous être d'accord. Donc dans les villes, ok, les Russes vont avoir le contrôle et la supériorité numérique, mais comme avec la guerre d'Afghanistan, avec les Occidentaux beaucoup plus tard, les Moudjahidines, donc dans la campagne, vont pas se laisser faire et vont mener la vie dure aux forces régulières. Et vont finalement, par l'usure, remporter cette guerre et faire partir les Russes, aidés par les Américains notamment. Et petite parenthèse, mais c'est assez dingue quand on sait que les Américains soutenaient à fond les Moudjahidines. Je pense même que dans le film Rambo, il y a un petit message pour les encourager. This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country. Then Genghis Khan, then the British. Now Russia. En sachant que plus tard, ils vont aussi se casser les dents en Afghanistan pour les mêmes raisons que les Russes. Et cette défaite qui va être maquillée dans les photos, mais aussi dans les chiffres jusqu'à maintenant pour les Russes, va être à l'origine de la chute de l'URSS. On change un peu de planète avec cette quatrième photo. On l'analyse vite avant que je vous donne quoi que ce soit comme détail. Déjà, rien que la forme, tout en hauteur, avec les personnages qui lèvent les bras, vraiment on a une sensation de montée. Mais c'est fou, mais une fois qu'on prend connaissance des personnages sur les photos, ça lance des messages forts. Et c'est en fait une photo de Yuri Gagarin et Nikita Khrouchtchev au moment des festivités après son retour sur Terre. Et donc on est vraiment dans le contexte de la conquête spatiale. Les Russes sont les premiers à envoyer un homme dans l'espace, à faire une rotation et à revenir sur Terre vivant. Et là c'est vraiment grosse victoire pour les Russes. Les Américains sont abasourdis. On s'est envoyé un homme dans l'espace et le faire revenir sur Terre, alors c'est un grand pas pour la science, mais ça fait flipper tout le monde. Si on sait faire ça avec un humain, on sait faire ça aussi avec un missile. Donc c'est vraiment une grosse victoire technologique et politique pour les Russes, qui vont en profiter pour en faire une grosse publicité. Et sur cette photo, nous pouvons lire « Les communistes pavent la voie vers les étoiles ». Et cela a lieu en 1961. Et Yuri Gagarin aura une notoriété internationale, il va faire un petit peu un tour du monde, même en Occident, où il sera félicité pour cet exploit, mais malheureusement, il va décéder à seulement 34 ans dans un accident d'avion de chasse. Cela va se passer en 1968, un an avant que l'Amérique pose ses pieds sur la Lune.
Et l'image du cosmonaute russe va vraiment être utilisée pour faire plein de propagande pro-russe. Elles vont vraiment être diffusées partout, on peut en retrouver plusieurs. Grande victoire, et ça va faire trembler le monde, c'est ce qui va secouer assez fort les États-Unis pour lancer à fond leur programme spatial de la NASA. D'ailleurs, cosmonaute, pour info, c'est russe, spationaute, c'est pour parler d'un Européen ou un Français. Et un astronaute, c'est parler d'un Américain. Cette petite info, c'est cadeau, si vous ne le saviez pas, dites-le moi en commentaire. Pour la dernière photo, on va rester en 1961, comme la photo précédente. On va quitter la Russie, on va retourner en Allemagne. Ce sont des soldats qui sont en ligne, qui bloquent le chemin. Vous me voyez certainement venir, c'est le début de la construction du mur de Berlin. Dans l'analyse, c'est aussi assez fort comme message, parce que c'est pas un mur de briques, c'est un mur du peuple. Et vous commencez à sentir un petit peu la propagande qui fonctionne derrière, mais c'est le peuple qui veut protéger ou bloquer le chemin aux Occidentaux. Ils sont armés, pas forcément agressifs, les armes sont au repos, ils sont pas dirigés vers l'Occident, mais on l'empêche de passer, et c'est avant tout le peuple. Et ce qui est fou, c'est que c'est absolument pas vrai, et c'est ça qui est fort, et c'est aussi ça de la propagande. Il y a 3 millions d'Allemands de l'Est qui ont fui vers l'Ouest, et c'est tout ça le problème en fait, c'est pour ça qu'ils veulent faire un mur, c'est pour empêcher tous ces gens de partir, parce qu'ils savent pas quadriller Berlin, qui est en plein milieu de l'URSS et de ses zones d'influence. C'est pas défensif, c'est une prison, et ça va se voir de plus en plus lors de l'évolution du mur, il y aura des miradors. Mais on essaie d'esquiver encore une fois la question avec une photo bien prise, bien montée, et ce sont pas n'importe quels soldats qu'on voit sur la photo, encore une fois, c'est les groupes de combat de la classe ouvrière, une organisation paramilitaire est-allemande dont le boulot est de représenter la classe ouvrière, le peuple dans l'armée. Donc on est toujours sur cette mentalité du peuple qui agit dans un rêve de démocratie. Mais le mur ne va pas empêcher les gens de fuir. Finalement, en 1989, le mur s'effondre. J'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Surtout dites-le moi en commentaire, parce que ça m'intéresse de vous lire. En attendant, je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à bientôt.